Hello, j'adore regarder des vlogs décoration, aménagement et tout ça. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram, est-ce que vous en regardiez aussi? Il y a environ 86% des personnes qui m'ont répondu oui, ça fait environ 180 personnes, ce qui est assez énorme. Je vous ai demandé qui, un peu par curiosité. Alors, il y a eu deux types de réponses. Dans un premier temps, des étudiants qui décorent leur studio, leur résidence Crous pour voir un peu ce qui est possible de faire. Et aussi des personnes qui sont un peu plus au-dessus de la norme, on va dire, de ce que les personnes de notre âge peuvent se permettre, c'est-à-dire Lena Situation, bon là c'est carrément au-dessus, Le Coin d'Elodie, Noolita, Je ne suis pas jolie, Enjoy Phoenix, Ticia. Je vous ai demandé pourquoi. Parmi vos réponses, j'ai réussi à dégager 4 catégories. La première catégorie, c'est de l'inspiration, donc c'est voir, imaginer un chez-soi qui n'existe pas encore, trouver des astuces. La deuxième catégorie de réponses, c'est plutôt de la curiosité, c'est-à-dire réussir à voir un peu l'univers des gens, cerner leur personnalité à travers leur logis, et aussi un brin de jugement, on va pas se mentir. Ensuite, c'est du divertissement pur, c'est esthétique, c'est agréable à regarder, du coup c'est sympa. La quatrième catégorie de réponse, quelque chose que j'avais pas pensé, c'est aussi l'aspect motivation, de voir les gens évoluer dans leur vie, s'organiser, ranger, et du coup ça permet de se motiver, ça donne envie de s'organiser, et ça fait l'état de ce qui est possible aussi dans chaque ville, selon un peu ce qu'on nous montre par ville. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? En fait, les personnes qui vont faire ce genre de vlog va nous permettre de rentrer chez eux, donc à travers cette question qu'on va se poser là tout de suite, qu'est-ce que ça signifie chez soi? Est-ce que le chez soi qu'on montre comme ça à travers un vlog, c'est le même chez soi que la personne lambda? Je vous ai demandé qu'est-ce que ça signifie chez soi pour vous. Alors, des réponses tout à fait logiques. Chez soi, c'est un endroit qu'on aime, où on se sent bien, qui nous correspond, c'est ce qui nous permet le repos, c'est un coin, c'est des souvenirs, ça permet d'être complètement soi-même. C'est aussi des adjectifs, c'est confortable, fonctionnel, spacieux, sécurisant, ça permet la détente, c'est une symbolique, c'est un point de départ, un repère, une stabilité, la base de toutes les découvertes extérieures, c'est aussi la famille. Et vous m'avez aussi précisé que chez soi, ça pouvait être aussi une personne, un pays ou encore la famille. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques temps j'ai enregistré un podcast. Si vous avez toujours pas été écouté, je vous mets tout de suite ça ici. Je vous invite à vous abonner au Instagram du podcast. Donc j'ai enregistré un podcast avec Ruby Pigeon, qui est sur YouTube sous le nom de Rusmine, et qui m'a dit moi ma soeur jumelle c'est vraiment ma maison. J'étais en train d'écrire cette vidéo et je me suis dit que c'était tout à fait ça en fait, ça pouvait tout à fait être une personne chez soi, sa maison, etc. Pour répondre à cette problématique, je vais surtout m'attarder sur les paradoxes du chez soi, et en grande partie pour réaliser cette vidéo je me suis appuyée sur le livre de Mona Chollet, Chez soi, que je vous invite grandement à lire, tout à fait abordable à lire. Il est très bien, il permet de faire un panel assez large de rapprochement entre chez soi, donc l'univers de la maison, du logement, avec d'autres thématiques comme par exemple des trucs plus socioculturels et tout ça. Je vous invite grandement à le lire, et donc je vais m'appuyer en grande partie là-dessus pour répondre à cette question qui nous taraude. Qu'est-ce que ça signifie chez soi? Dans une première partie, on va d'abord s'attarder sur comment on a réussi à nous vendre l'univers du chez-soi, la décoration, etc. Dans une deuxième partie, on va s'attarder sur les paradoxes de cette notion, puis dans une dernière partie, on va essayer de faire une petite conclusion en s'attardant sur chez soi finalement, qu'est-ce que ça signifie, et aussi une petite critique d'un point de vue architectural. Voilà, je vous invite tout de suite à regarder la suite de la vidéo si ça vous dit. Quand on réfléchit bien à la notion du chez soi, du domaine, du domestique, du logement, c'est quelque chose qui est très présent dans notre univers collectif. C'est une passion depuis bien longtemps. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler les jeux de construction multiples comme les Lego, les Kapla, les Sims auxquels on s'est attelé quand on était petit, et puis après s'en est venu les livres de décoration qui sont dans beaucoup de maisons, aux toilettes souvent, les émissions de maisons type déco, recherche maison, appartement, voilà, et tout ça, on connaît. Mona Chollet, dans les prémices de son livre, elle nous explique que imaginer le logis, c'est éprouver le besoin de jouer avec des représentations d'habitat idéal, de se projeter dans des espaces imaginaires. Quand l'extérieur ne va pas, on se renferme à l'intérieur. Est-ce que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, malgré nous ?
Je sais pas. Donc pour la citer, toute une industrie nous vend la félicité domestique jusqu'à l'écœurement. Aménager, équiper, décorer sa maison, ses activités sont devenues le dernier refuge, la dernière source de plaisir de millions de gens qui ne croient plus pouvoir trouver le bonheur ailleurs et malheureusement ont quelques raisons de ne plus le croire. Voilà, fin de la vidéo. Si on aime tant les vlogs décoration en ce moment, c'est parce que c'est la merde. Aussi, on nous apprend dès tout petit que les objets qu'on possède ont une valeur. En plus d'avoir une valeur économique, il y a aussi une valeur émotionnelle. On nous offre des cadeaux, on nous apprend qu'un cadeau ça ne se jette pas, ça se garde. Et en fait, les objets qui vont constituer vraiment notre identité vont être placés dans notre appartement. Le chez-soi, c'est vraiment la matérialisation de notre identité, de notre intellect, donc ça va être rendre physique ce qui se passe dans notre tête. Et je pense qu'on peut s'identifier à la méthode Marie Kondo qui a fait fureur il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'on en entend un peu moins parler, ou alors c'est moi qui en entends un peu moins parler, je ne sais pas, qui nous invite à nous poser la question de savoir si cet objet nous fait du bien et si on a envie de le garder. Et aussi on peut s'interroger sur toute la thématique qu'il y a autour de la satisfaction de voir des gens rangés et de ce que ça reflète sur nous. On est d'accord que quand ces personnes donc, qui vloguent leur environnement, elles vloguent souvent un environnement qui est très bien rangé, qui est très bien organisé ou qui va l'être. Elles nous montrent vraiment la continuité entre le moment où c'est pas rangé et le moment où ça va l'être. Donc c'est tout à fait logique en fait. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être dans un environnement bien rangé, mais il faut savoir que cette obligation à la propreté du logis et à l'organisation, c'est vraiment une charge qui repose déjà principalement dans la vie quotidienne sur les femmes, et toute cette idée est entretenue avec des expressions comme d'une maison bien rangée, une tête bien ordonnée. Par exemple, les personnes qui ont des grandes maisons, des villas et tout ça, on peut se demander si ces personnes les nettoyaient elles-mêmes, est-ce qu'elles auraient des rêves de grandeur à ce point? Je ne sais pas. Chez soi, c'est aussi le reflet de notre société, de notre culture mondialisée. Par exemple, je pense au Airbnb qui, dans n'importe quel pays, présente une décoration qui est assez commune avec du Ikea, des critères de déco qui sont en train de se mondialiser. On peut par exemple aussi s'appuyer sur les tableaux Pinterest de déco. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de mettre des belles images de décoration sur Pinterest? Ensuite, en plus de devoir présenter un chez soi qui est joli, qui est agréable, qui est ordonné, qui est spacieux et confortable, il faut aussi ne pas vouloir y rester trop longtemps. Ça c'est un point qui est abordé dans le livre de Mona Chollet. Et les personnes qui sont casaniers, c'est mal vu, parce qu'il y a aussi une obligation à la sociabilisation. En même temps, il faut mettre une énergie folle dans la création d'un chez-soi qui est beau, qui est agréable, qui est confortable, qui est instagrammable, qui est vlogable, mais aussi il faut être dans une obligation à la vie sociale. Il faut aussi avoir envie de ne pas y rester trop longtemps et d'aller voir les autres. Sauf pour les artistes, qui sont bien vus, c'est socialement accepté qu'un artiste soit très casanier, parce qu'il apporte quelque chose grâce à son caractère casanier, c'est-à-dire qu'il va produire chez lui, et donc il va être assez productif pour la société, et donc il va être rentable. Le capitalisme. Pour citer Mona Chollet, vouloir rester chez soi, s'y trouver bien, c'est dire aux autres que certains jours on préfère se passer de leur compagnie, et cela pour se consacrer à des occupations, ou pire, à des absences d'occupation qui leur paraîtront incroyablement vaniteux ou inconsistants. Mieux vaut trouver une excuse de plus solide, on a du travail, on est un peu malade. Toute cette notion renvoie aussi à la création d'un univers qui nous correspond, et aussi à la création d'une sorte de cabane. Il y a aussi le fantasme commun de la cabane, de quand on est petit, la cabane dans les arbres dans laquelle on va pouvoir aller faire tout un monde. On a surfé sur cette vague avec les tiny house. Vous avez sans doute vu passer les innombrables chaînes YouTube, les documentaires, mais aussi les contes de van life. Je pense que c'est pas pour rien si Le Corbusier, donc, qui est un grand architecte, à la fin de sa carrière a fait une cabane, et donc ce grand architecte qui avait fait aussi bien ça, il a fini par faire ça, et donc l'environnement de la cabane c'est vraiment quelque chose à part entière, d'artistes connus qui se sont réfugiés dans des sortes de cabanes.
c'est de pouvoir embrasser d'un seul regard tous les éléments qui sont essentiels à notre vie. Ça provoque du réconfort, de la sécurité et de la satisfaction intense. Ce qui va se déployer dans cet endroit très exigu, c'est inversement proportionnel à ce qui va se créer. Mais on peut douter de la capacité à vivre dedans sur le long terme. Il y a de nombreuses études qui ont été faites entre le design et la santé. Pour qu'un environnement soit viable et vivable pour une personne, il faut que ça réponde à certains critères. Donc déjà des critères de salubrité, mais aussi supprimer l'oppression vis-à-vis du manque de clarté. Donc on va mettre des grandes fenêtres, des balcons, des espaces communs. Comme par exemple, je vais citer quelque chose de très connu, la cité radieuse de Le Corbusier. Donc c'est des unités d'habitation qui sont relativement exiguës, avec des différences de hauteur très repris. Et donc il y a des espaces communs, il y a une rue marchande. Mais on peut quand même se demander si on fait pas le choix de l'unité d'habitation exiguë ou les espaces communs qui sont bondés et remplis de voisins, et est-ce qu'on a vraiment envie de la sociabilisation tout le temps? Je ne sais pas. Tout ça nous amène à la question de la recherche d'un habitat idéal. Au vu de l'augmentation du temps passé à domicile, au vu des circonstances actuelles, un architecte diplômé d'architecture à Harvard, chercheur au MIT, qui s'appelle Christopher Alexander, qui a construit énormément. Il a construit à peu près 200 bâtiments sur tous les continents, et à partir des années 60, il s'est mis à écrire. Il a tenté de définir les composantes de l'habitat idéal. Le projet d'Alexander vise à prouver par le développement du pattern language, il va créer un langage assez simple pour permettre aux clients de sélectionner les choses qui forment leur habitat idéal, et aussi pour définir les choses qui sont à peu près communes aux gens ou pas justement, et ça va se déployer autour de un peu plus de 200 catégories, je crois. Ça va permettre de bâtir un projet qui est propre à chaque individu parce qu'il va venir piocher dans les chiffres qui lui correspondent. On retrouve notamment des idées qu'on a évoquées plus haut, donc c'est-à-dire l'idée de vouloir se retrouver un peu pelotonné, serré dans un espace, comme par exemple dans les tiny ou comme dans les cabanes de notre enfance, mais ça doit être inscrit dans la maison et non pas comme un tout. On a par exemple des alcôves, des endroits secrets, des cabanes dans le jardin pour vrai, mais pas seulement vivre dans ces espaces aussi exigus. Et la question a aussi été soulevée par les philosophes. C'est quelque chose qui interroge l'idée de l'habitat idéal, comme par exemple Bachelard dans La poétique de l'espace. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien d'un article dans la description. Au final, après avoir énoncé tout ça, est-ce que c'est un peu plus clair? Je suis pas sûre. La maison, c'est à la fois un lieu dans le monde commun, mais aussi un monde en elle-même. C'est vraiment comment le propriétaire va matérialiser ce qui se passe dans sa tête. Il y a Ivan Illich qui a dit « L'être humain est le seul animal à être un artiste, et l'art d'habiter fait partie de l'art de vivre. Une demeure n'est ni un terrier ni un garage. » Dans le livre de Mona Chollet, elle utilise l'exemple de la maison de Grey's Anatomy, de la maison de Meredith Grey, qui est vraiment un lieu de passage où chacun vient se réfugier en cas de crise existentielle ou conjugale ou quoi qu'est-ce. Donc elle utilise cet exemple dans ce livre, mais moi je vais vous proposer d'utiliser un autre exemple qui me parle beaucoup plus, qui est l'exemple de l'hôtel Mafouf. Enfin moi j'ai regardé les vlogs d'août et on est d'accord que j'ai l'impression que c'est un peu chez moi en fait. J'ai quand même regardé, c'est combien 3 ou 4 vidéos de 40 minutes sur l'aménagement de cet espace. Donc en vrai, j'ai l'impression de m'y être un peu investie. Et on voit des personnes y défiler. C'était déjà le cas chez ses parents. On s'y sent un peu déjà chez nous. Voilà. Donc je pense que ça veut dire beaucoup aussi qu'on aime aussi regarder la représentation du chez-soi des autres. Donc maintenant, vous allez me dire, mais l'architecture dans tout ça, parce que c'est un peu pour là que je suis là. Donc, alors, les choix architecturaux façonnent notre quotidien, notre rapport à nous-mêmes, à notre milieu, aux autres, mais aussi notre bien-être mental et physique. En fait, ça façonne notre quotidien, donc ça façonne notre vie. Cependant, les choix architecturaux restent relativement peu documentés, ou alors ils sont peu analysés et discuter, mais surtout par le grand public, parce qu'il y a des revues techniques qui sont très répandues et qui s'adressent à un public d'architectes ou de scientifiques, mais qui ne sont pas pour le grand public. Les documents, ils restent relativement peu accessibles, le vocabulaire autour de l'architecture, il est assez élitiste. Par exemple, est-ce que si je vous dis « est-ce que tu as poché ton mur ?»
D'où l'intérêt de regarder mes vidéos pour pouvoir avoir un petit accès sur ce que c'est l'architecture de façon assez simple, je l'espère. L'architecture dans les médias, c'est traité dans le secteur de l'art. Ça propose des portraits de quelques stars à l'ego surdimensionnés dont les commandes vont s'adresser à une population très riche. Des villas, des sièges sociaux, des hôtels de luxe. C'est un métier qui est fantasmé par le grand public mais aussi par les étudiants parce qu'on ne nous en parle pas. Alain de Botton formule une explication. Nous refusons de reconnaître l'importance de l'architecture parce que ça voudrait aussi dire qu'il faut reconnaître l'importance de la mauvaise architecture. Si une pièce peut modifier notre état d'esprit, notre bonheur peut dépendre de la couleur des murs, de la décoration des pièces ou de la forme d'une porte, le quotidien, au final, il est constitué d'une suite de répétitions. Manger, dormir, boire, prendre une douche, enfin bref. Et tout ça se fait souvent chez nous. Donc c'est pas étonnant que le chez-soi ait une importance fondamentale dans notre bonheur, dans notre bien-être. La qualité de notre vie dépend de la qualité de ses habitudes, justement. La raison même de l'espace, c'est l'usage par les personnes qui y vivent. C'est vraiment ce qui différencie l'architecture de la sculpture, parce que la sculpture va être posée alors que l'architecture, elle va être éprouvée par les personnes qui sont dedans. Il y a Patrick Bouchain qui est, je ne sais pas qui, parce que j'ai mal fait mes notes, je vous mettrai à l'écran, qui a souligné que le futur habitant d'une maison, d'un espace, elle n'est jamais... il prend jamais part à la construction de celui-ci. Il n'est jamais consulté pour savoir combien il va vouloir d'enfants, enfin s'il va vouloir d'enfants, s'il a le vertige, s'il a envie de vivre près de sa famille, combien d'années il veut y vivre, ce qui est aussi un paradoxe parce que au final une personne va sans doute vivre des années, il va se passer des choses, il va fêter son anniversaire, il va rire, il va jouer, il va avoir peur, il va se passer un panel énorme de choses chez lui et pourtant il n'aura jamais été consulté sur la création de celui-ci. Au final, l'immeuble dans lequel il va vivre va avoir été autorisé par un maire, financé par un promoteur, imaginé par un architecte, réalisé par des ingénieurs, artisans, ouvriers, sans jamais qu'à un seul moment on ne lui demande son avis. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'espère que je vous aurai allumé des petites réflexions. Pour finir, je voudrais rappeler en conclusion que pour pouvoir se poser toutes ces questions et pour pouvoir ne serait-ce que regarder des vlogs de décoration et des vlogs de maison, il faut déjà avoir un chez-soi ou avoir un chez-soi salubre. Donc pour vous rappeler des chiffres, il y a 250 000 personnes qui sont sans logement. Pour vous dire aussi un peu la société dans laquelle on vit. L'Europe compte 11 millions de logements vides, soit 2 fois plus que de sans-abri en Europe. Voilà, donc les logements vides, c'est les résidences secondaires et tout ça. Enfin, déjà, le fait d'avoir un logement, c'est quand même un luxe, pour certains, il faut se rappeler, mais aussi d'avoir un logement salubre. Mon dernier semestre de ma L2, on a un projet à faire sur la ville de Vitry-sur-Seine, qui était un projet d'urbanisme. À la base, la première étape de ce projet, c'était une analyse. Avec mon groupe, on a fait une analyse sociologique et au niveau des logements, donc c'était vraiment habiter la ville de Vitry. Et on est vraiment tombé des nues en voyant qu'il y avait 7 à 8% des logements à Vitry-sur-Seine qui n'avaient pas de douche, qui n'avaient pas de sanitaire. Voilà, donc c'est énorme. Et en fait, on a regardé un peu du coup ce qui se passait dans d'autres villes, et j'ai regardé à Compiègne, donc ma ville d'origine en Picardie, c'est à peu près pareil. Levallois-Perret, c'est à peu près pareil, je vous mettrai les chiffres. Et tout ça, on avait vu sur l'INSEE, donc si vous voulez vous plonger un peu dans ces chiffres, c'est aussi très intéressant. Cameron Sinclair, c'est le cofondateur de l'association Architecture for Humanities, qui souligne avec pertinence, je trouve, que d'ici 20 ans, un habitant sur 3 de la planète vivra dans un bidonville ou un camp de réfugiés. La réalité du monde de demain, c'est que il ne ressemblera pas à Dubaï. Voilà, on continue à former la majorité des étudiants en architecture pour qu'ils soient capables de construire des édifices immenses, des musées, tout ça, au lieu de leur apprendre à concevoir des logements adéquats, abordables pour les 90% de la planète. Un logement digne de ce nom ne devrait jamais constituer un but, une finalité, mais un point de départ. Il n'est pas seulement un abri, c'est aussi un tremplin.
Ce n'est pas pour rien si Norman, Cyprien, à l'époque, quand je regardais leurs vidéos, ils simulaient leur ancienne chambre parce que le chez-soi c'était le lieu, enfin c'est là où ils ont commencé, c'était vraiment le lieu de tous les possibles. Donc, c'est ainsi que je conclurai cette vidéo sur les termes de Alain de Botton avec cette citation qui a décidé de définir l'architecture en des termes qui sont rarement utilisés. Rendre plus clair à nos yeux ce que nous pourrions idéalement être. Un bâtiment joue le rôle de moule psychologique. Beau et accueillant, les lieux où nous vivons ont le pouvoir d'alimenter ce qu'il y a de meilleur en nous, également un espace défini par sa salubrité, son confort, son esthétisme, mais aussi par les configurations relationnelles qu'elles autorisent. Dans tout ça, dans l'architecture du bonheur de Alain de Botton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de choses en rapport avec ça ou des idées de nouvelles vidéos, je vous invite à les mettre en commentaire. Si vous voulez être au courant de l'actualité des vidéos et répondre aux sondages qui servent souvent à faire le début de mes vidéos, je vous invite à me suivre sur Instagram et je vous dis à bientôt.